Aujourd'hui, les ministères sociaux sont composés du ministère du Travail, du ministère des Solidarités et de la Santé et du ministère des Sports. Le ministère des Sports devant nous quitter bientôt pour rejoindre la cellule de l'Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche. Il y a eu en 2019 donc, la mise en place d'une délégation du numérique en santé. Le ministère a établi une feuille de route de la transformation du numérique en santé, avec, si je reprends le schéma d'une maison, des fondations qui sont le socle. Et le socle, c'est aujourd'hui l'interopérabilité et la sécurité. Donc le premier socle, le premier objectif, c'était la gouvernance. Donc ça s'est mis en place, donc avec cette délégation nationale, la mise en place d'une agence du numérique en santé, donc qui est son bras armé, avec qui je travaille en étroite collaboration, un plan de renforcement de la sécurité des établissements de santé, donc, qui a été lancé bien avant le Covid. Et là, nous travaillons en étroite collaboration avec l'ANSSI et l'Agence du numérique en santé. En fonction des établissements, le schéma peut être différent d'un établissement à l'autre. Il y a quand même un peu plus de 3000 établissements de santé en France, un peu plus de 30 000 établissements médico-sociaux, et chacun étant autonome dans les choix techniques qu'il opère. Donc effectivement, notre rôle, nous, au niveau du pôle SSI, donc Sécurité Système d'Information du ministère, c'est donner des grandes orientations. Après, les gens sont libres de les appliquer ou pas. Dès lors que l'on travaille dans le cloud, c'est d'indiquer les mesures de précaution que l'on doit avoir en utilisant des solutions tiers ou des briques complémentaires sur des solutions que l'on pourrait trouver clés en main, proposées par différents fournisseurs. Alors il y a des applications qui sont développées un petit peu en dehors du ministère, que l'on accueille très volontiers, et la démarche d'homologation, ça fait partie des obligations, c'est qu'il doit y avoir une homologation de sécurité. Les applications qui ont été portées directement par le ministère, dont certaines, et si on peut avoir un côté positif sur le Covid, on a vu des applications se monter dans des temps records. Et ce qui est hallucinant, c'est que la prise en compte de la sécurité s'est faite en amont, ex ante, et derrière de l'analyse de risque jusqu'à l'homologation, de façon à avoir la plus grande confiance dans les applications mises à disposition. En revanche, c'est beaucoup plus cette démarche d'homologation, c'est-à-dire que derrière, il y a eu des tests, il y a eu pas mal de choses, et si je prends l'image d'un véhicule, avant de mettre un véhicule en vente, on lui fait subir des crash tests. Donc c'est exactement ce qui est voulu avec l'homologation. Et puis derrière cela, c'est bien de mettre un véhicule en vente. Mais tous les X années, vous êtes obligé de passer ce qu'on appelle un contrôle technique, qui peut être positif, négatif ou avec réserve. C'est la même chose pour un système d'information. Donc l'homologation, le crash test, on pourra les mettre avec réserve, donc il va falloir apporter des correctifs. Et puis tous les 3 ans, 5 ans, je préfère une petite préférence pour 3 ans, c'est un peu plus court dans le temps, c'est de revoir, faire une révision complète et dire, écoutez, ce système, est-ce qu'il est encore apte est-ce qu'on peut avoir confiance dans ce système en matière de sécurité. La seule différence par rapport à l'avant-Covid, c'est qu'effectivement la rapidité avec laquelle c'est monté a augmenté le nombre de réunions. C'est un tout petit peu chronophage, mais c'est le prix à payer pour avoir des dispositifs dans lesquels on peut avoir confiance. Est-ce que vous jouez un rôle, peut-être indirectement aussi, dans le soutien à l'innovation en cybersécurité par les entreprises et les éditeurs français notamment ? Tout à fait. Alors, on le fait, moi je le fais à mon niveau sur des solutions qui intéressent le monde de la santé. Je le fais également dans le cadre du CESA avec d'autres camarades où nous regardons de très près effectivement les innovations qui peuvent être faites, notamment sur les solutions françaises, effectivement, les solutions européennes et puis autres. Là aussi, c'est d'éviter de mettre en concurrence ou de jeter l'opprobre sur telle ou telle solution. C'est de voir telle solution, oui, elle est bien, mais il va falloir peut-être ajouter des briques complémentaires, ou on peut l'utiliser dans telles conditions, mais il y a des points de vigilance à avoir. On est vraiment sur la gestion de risque. Donc à un moment donné, c'est faire comprendre également que l'innovation ne doit pas devenir anxiogène. C'est une source de risque nouvelle, mais quand on fait une gestion de risque bien faite,
quand on fait une analyse de risque bien faite, je suis un fanatique de l'analyse de risque, sinon je ne serais pas administrateur du club Ibios, faire une analyse de risque, ça n'empêche pas d'en prendre. Ça permet d'en prendre en connaissance de cause. Et le maître mot, en fait, il est là. C'est le risque, ce n'est pas le RSSI qui va le porter, c'est encore moins un DSI qui va porter le risque, c'est le métier. Donc, j'ai beaucoup de camarades qui, eux, sont hors administration, qui ont un maître mot qui est côté business first, le métier d'abord. Effectivement, nous sommes là au service des métiers. Et c'est leur indiquer les risques. Après, ils les prennent pas. Là, c'est leur décision. Mais la décision, c'est leur implication, eux, pour leur travail quotidien. L'échange d'informations est primordial, parce que nous sommes tous confrontés au même problème. Alors, les assises, pour revenir sur votre question précédente, ont ceci de particulier, c'est que les fournisseurs de solutions sont confrontés, eux également, aux mêmes difficultés qu'ont pu rencontrer différentes structures. Donc, mettre des agents en travail à distance, des difficultés de prendre des contacts en présentiel. Donc, voilà. Donc, je dirais le Covid, aujourd'hui, met tout le monde dans le même bateau, à ce niveau-là. Et c'est des échanges de bonnes pratiques, des dérogations qui ont pu être prises, parce que, également, quelques structures sont parties du principe qu'à événements exceptionnels, mesures exceptionnelles, certains ont relâché la sécurité dans un premier temps. C'est comment fait-on marche arrière? Quels sont les services qui ont fonctionné, bien fonctionné, mal fonctionné? Quelles sont les pistes d'amélioration? Et là, les retours d'expérience, les différents échanges que j'ai pu avoir depuis l'ouverture de ces assises est extraordinaire. Parce que nous sommes tous confrontés aux mêmes difficultés. Truc tout bête, comment organiser une visioconférence à 30 personnes, à 100 personnes, à 1000 personnes, quel est le niveau de sécurité que l'on peut accorder à telle ou telle solution. Donc là aussi, ce sont des échanges vraiment intéressants.